Le voyage dans le temps existe déjà, silencieusement, chaque fois que deux horloges quittent le même battement et reviennent en ayant compté des durées différentes. Imaginez deux horloges atomiques posées côte à côte. Elles sont réglées avec une précision telle que leur désaccord resterait imperceptible pendant des durées qui dépassent une vie humaine. Au départ, leurs cadrans avancent ensemble. Puis l'une demeure dans le laboratoire, tandis que l'autre s'élève, accélère, traverse le ciel ou rejoint une orbite autour de la Terre. Lorsqu'elles sont enfin comparées, elles ne racontent plus exactement la même histoire. L'horloge voyageuse peut avoir accumulé moins de temps, sans panne, sans illusion et sans erreur de mesure. Ce décalage est parfois minuscule. Quelques nanosecondes suffisent pourtant à révéler une propriété profonde du réel. Il n'existe pas une durée unique distribuée uniformément à tous les objets. En 2022, une horloge optique formée par des atomes de strontium a distingué le rythme du temps entre le haut et le bas d'un échantillon inférieur à 1 mm. À cette échelle, aucune machine ne disparaît dans un éclair. Deux groupes d'atomes occupent simplement des hauteurs légèrement différentes, et la gravité leur attribue déjà des durées différentes. Bien au-dessus de nous, les horloges des satellites de navigation avancent chaque jour d'environ 38 microsecondes par rapport aux horloges restées sur la surface terrestre. Leurs mouvements les ralentissent légèrement. La gravité plus faible de leur orbite les accélère davantage. Les deux effets se combinent, et le système doit les corriger pour indiquer une position fiable. Le voyage vers le futur n'attend donc ni un vaisseau imaginaire, ni une énergie inconnue. Il appartient au fonctionnement ordinaire des particules, des horloges et des satellites. Mais il faut préciser ce que cette expression signifie. L'horloge voyageuse ne voit jamais le monde s'interrompre, et elle ne saute aucun de ses propres battements. Pour elle, chaque seconde reste une seconde. C'est seulement lors de la comparaison avec une autre trajectoire qu'apparaît l'écart entre les durées réellement vécues. Cet écart peut, en principe, devenir immense. Une personne pourrait traverser quelques décennies tandis que des milliers, des millions, peut-être davantage d'années s'écouleraient loin de son vaisseau. Elle atteindrait alors un futur que ceux restés derrière elle auraient dû attendre beaucoup plus longtemps. Ce futur serait réel, mais il ne lui offrirait aucun chemin de retour. Car une horloge peut ralentir autant que les lois physiques le permettent, sans jamais repartir à rebours. Ces secondes deviennent rares par comparaison, mais elles continuent toutes de pointer vers l'avant. Revenir dans le passé exige donc autre chose qu'une dilatation plus forte. Il ne suffit plus de séparer deux âges, il faudrait permettre à une conséquence de rejoindre sa propre cause. Certaines solutions des équations d'Einstein dessinent précisément ce genre de boucle. Elles décrivent des géométries où un voyageur avance toujours localement, tout en revenant globalement vers un événement antérieur. Pourtant, aucune de ces boucles n'a jamais été observée. Aucune matière connue ne permet de construire librement les passages qu'elles exigent, et leur stabilité demeure profondément douteuse. Deux directions se dessinent ainsi devant les mêmes horloges. L'une est mesurée dans les laboratoires et utilisée autour de la Terre. L'autre apparaît dans les équations, puis se heurte à la causalité. La frontière entre elles ne se trouve pas seulement dans la puissance de nos moteurs. Elle est inscrite dans la manière dont l'espace-temps attribue une durée à chaque chemin. Dans l'intuition ordinaire, le temps ressemble à un décor invisible. Les événements s'y succéderaient comme des acteurs sur une scène commune, sous le regard d'une horloge universelle. Cette image fonctionne assez bien lorsque les vitesses sont faibles, les distances modestes et la gravité presque identique. Elle devient trompeuse dès que les trajectoires commencent à différer fortement.
Une horloge ne reçoit pas les secondes d'un réservoir cosmique. Elle mesure une durée attachée à son propre mouvement, à sa position et à la géométrie qu'elle traverse. Les physiciens appellent cette durée le temps propre. Le mot propre signifie ici que la durée appartient au chemin de l'horloge, comme une longueur appartient à une courbe. Pour rendre cette idée visible, il faut cesser d'imaginer seulement l'espace. Un objet ne se déplace pas uniquement de gauche à droite, de la Terre vers une étoile. À chaque instant, il progresse aussi dans le temps. La trace complète de ce mouvement forme une ligne d'univers, une sorte de fil tendu à travers l'espace-temps. L'horloge du laboratoire dessine un premier fil. L'horloge voyageuse en dessine un second. Elles partent du même événement, se séparent, puis se rejoignent lors de la comparaison finale. Entre ces deux rencontres, les fils n'ont pas traversé la même géométrie. Ils peuvent donc contenir des quantités différentes de temps propre, même si leurs extrémités sont communes. La comparaison avec une distance ordinaire aide, à condition de ne pas la prendre trop littéralement. Deux routes peuvent relier les mêmes villes sans avoir la même longueur. Dans l'espace-temps, deux trajectoires peuvent relier les mêmes rencontres sans avoir la même durée. La différence essentielle est que cette durée n'est pas calculée sur une carte extérieure. Elle est lue directement par l'horloge qui suit le chemin. Les battements de ces atomes, les réactions chimiques et tous les processus physiques embarqués accumulent ensemble cette même durée. Une personne qui accompagnerait l'horloge ne sentirait donc aucun ralentissement interne. Son cœur, sa pensée et son instrument de bord resteraient synchronisés les uns avec les autres. Le contraste n'apparaît qu'avec une autre ligne d'univers. Le voyage temporel vers le futur est toujours relatif à une comparaison entre des chemins qui se sont séparés. Cette précision évite une première confusion. Il n'existe pas, dans la relativité, un présent absolu auquel tous les observateurs éloignés devraient attribuer les mêmes événements. Deux observateurs en mouvement peuvent découper différemment l'ensemble des événements lointains qu'ils considèrent comme simultanés. Leur désaccord ne vient pas d'horloges mal réglées. Il résulte de la vitesse finie de la lumière et de la structure même de l'espace-temps. Mais cette souplesse du maintenant ne rend pas tous les ordres possibles. Autour de chaque événement, la lumière dessine une frontière. Les signaux plus lents restent à l'intérieur de ce cône, dans la région où une cause peut produire une conséquence. Un événement extérieur à cette région ne peut être atteint sans dépasser la lumière. Les observateurs peuvent discuter de sa simultanéité, mais pas transformer librement son rôle causal. Cette distinction paraît abstraite, pourtant elle porte déjà tout le problème. La durée dépend du chemin, tandis que la causalité limite les chemins qu'un objet matériel peut suivre. L'horloge voyageuse dispose ainsi d'une liberté réelle. Elle peut emprunter une route contenant moins de secondes. La première manière de le faire consiste simplement à aller très vite. Prenons une horloge extrêmement simple. Un rayon lumineux rebondit entre deux miroirs et chaque aller-retour compte un battement régulier, comme le balancier d'un mécanisme idéal. Dans le vaisseau, la lumière monte et descend verticalement. Pour une personne qui regarde passer le vaisseau, le rayon suit pourtant une trajectoire diagonale, plus longue entre les miroirs en mouvement. La vitesse de la lumière reste la même pour tous les observateurs. Si son trajet apparent est plus long, chaque battement doit donc demander davantage de temps dans le référentiel extérieur. L'horloge en mouvement paraît ralentir. Cette conclusion ne dépend pas du modèle choisi, car toute horloge physique doit rester cohérente avec la même structure relativiste. Lorsque les vitesses restent faibles, l'effet est presque invisible. À mesure que le mouvement approche celui de la lumière, l'écart grandit de manière non linéaire,
selon le facteur de Lorentz. Avec un mouvement égal à 80% de la vitesse lumineuse, une année à bord correspond à environ 1 année et 2/3 pour l'observateur resté immobile. Lorsque le vaisseau atteint 99%, cette même année de bord accompagne un peu plus de 7 années extérieures. Plus près encore, les écarts deviennent vertigineux. Pourtant, une difficulté semble immédiatement apparaître. Du point de vue du vaisseau qui avance uniformément, c'est la Terre qui s'éloigne. Pourquoi son horloge ne serait-elle pas la plus lente ? Pendant une phase de mouvement uniforme, cette description est légitime. Chacun peut attribuer un ralentissement à l'horloge de l'autre, car leur notion de simultanéité lointaine ne coïncide pas. Si les deux observateurs se contentaient de s'éloigner sans jamais se retrouver, aucune comparaison finale au même endroit ne permettrait de désigner un âge unique comme inférieur. Le célèbre paradoxe des jumeaux ajoute donc une étape décisive. La voyageuse ralentit, change de direction, puis revient rencontrer la personne restée sur Terre. À cet instant, les deux horloges sont de nouveau côte à côte. Il n'existe plus de distance à corriger ni de signal en transit. Leurs cadrans peuvent être comparés directement. La symétrie a disparu parce que les lignes d'univers ne sont pas équivalentes. L'une demeure proche d'une trajectoire inertielle continue, tandis que l'autre change de référentiel pour revenir. L'accélération joue un rôle nécessaire dans cette réunion, mais elle n'agit pas comme un fluide qui ralentirait localement tous les mécanismes du vaisseau. Ce qui décide de l'écart final, c'est la trajectoire entière dans l'espace-temps. On peut même répartir l'accélération de plusieurs manières sans supprimer la différence de temps propre. Dans la géométrie ordinaire, une ligne droite est le plus court chemin entre deux points. Dans l'espace-temps plat, la relation prend une forme presque inversée. Entre deux événements accessibles à un objet matériel, la trajectoire inertielle directe accumule le plus de temps propre. Le détour relativiste de la voyageuse en accumule moins. Cette propriété donne une lecture plus profonde du paradoxe. Les deux personnes ne se disputent pas sur une apparence optique. Elles ont réellement parcouru des longueurs temporelles différentes. Au moment du demi-tour, la façon dont la voyageuse attribue un présent aux événements lointains de la Terre change brusquement. Ce changement de coordonnées rétablit la cohérence des descriptions. Il ne provoque aucun bond physique sur Terre. Il montre seulement pourquoi comparer des horloges éloignées exige de préciser comment leurs événements sont associés. La comparaison locale, elle, demeure simple. Lorsque les deux lignes d'univers se rejoignent, la voyageuse a compté moins de battements et tous les processus embarqués ont suivi ce même écart. Elle n'a jamais vu sa propre montre hésiter. Elle a vécu une suite continue d'instants ordinaires, puis elle a retrouvé un monde qui avait accumulé davantage de durée. Voilà la forme fondamentale du voyage vers le futur. Aucun portail ne s'ouvre. Une trajectoire permet simplement d'atteindre la réunion finale en ayant moins vieilli que ceux qui l'attendaient. Une construction géométrique aussi étrange pourrait sembler réservée aux expériences de pensée. Pourtant, des particules, des avions et des satellites ont déjà ramené leurs horloges pour trancher. La première preuve spectaculaire tient dans une particule instable. Le muon ressemble à un électron plus massif, mais il se désintègre spontanément après une durée moyenne très courte au repos. Dans les rayons cosmiques, des muons naissent lorsque des particules venues de l'espace frappent les couches supérieures de l'atmosphère. Beaucoup atteignent pourtant la surface terrestre avant de disparaître. Sans relativité, leur durée de vie serait trop brève pour parcourir cette distance. Dans notre référentiel, leur horloge interne ralentit parce qu'ils se déplacent presque à la vitesse de la lumière. Dans leur propre référentiel, ils vivent leur durée habituelle. C'est l'épaisseur de l'atmosphère, contractée dans la direction du mouvement,
qui devient beaucoup plus petite. Ces deux descriptions expriment le même espace-temps. L'une parle d'une durée dilatée, l'autre d'une distance contractée, et toutes deux prédisent les muons observés au sol. En 1977, une expérience menée dans l'anneau de stockage de muons du CERN a rendu la comparaison encore plus directe et précise. Les particules tournaient avec un facteur de Lorentz d'environ 29,33. Leur durée observée atteignait près de 64,4 microsecondes. Au repos, la durée correspondante avoisine 2,2 microsecondes. La proportion mesurée suivait la prédiction relativiste avec une précision de quelques millièmes. Le décalage ne concernait pas un affichage ajouté après l'expérience. La désintégration elle-même constituait l'horloge, et la particule avait réellement accumulé moins de temps propre. Il restait à retrouver le même effet sur des objets macroscopiques, transportés puis réunis. Des horloges atomiques au césium allaient bientôt monter à bord d'avions de ligne. En 1971, Joseph Haffel et Richard Keating emportèrent plusieurs horloges autour du monde, d'abord vers l'est, puis vers l'ouest. Le calcul devait combiner deux influences. La vitesse des avions modifiait leur durée par relativité restreinte, tandis que leur altitude les plaçait dans une gravité légèrement plus faible. Après les voyages, les horloges furent comparées à celles de l'Observatoire naval des États-Unis. Celle partie vers l'est avait perdu environ 59 nanosecondes. Celle partie vers l'ouest avait gagné environ 273 nanosecondes. Les signes différaient parce que la rotation terrestre changeait la vitesse effective des trajectoires dans le référentiel approprié. Ces valeurs étaient minuscules, mais les horloges s'étaient séparées, avaient parcouru le monde, puis s'étaient retrouvées avec des durées distinctes. L'expérience de pensée avait pris l'avion. Le même principe fonctionne aujourd'hui sans spectacle, plusieurs fois par seconde, dans les systèmes de navigation par satellite qui règlent une grande partie de nos infrastructures. À cause de leur vitesse orbitale, les horloges embarquées perdraient environ 7 microsecondes par jour relativement aux horloges placées sur la surface terrestre. Mais elles se trouvent aussi dans un potentiel gravitationnel moins profond. Cet effet leur fait gagner environ 45 microsecondes par jour. Le bilan atteint donc environ 38 microsecondes d'avance quotidienne. Sans traitement relativiste, les signaux temporels cesseraient rapidement de fournir des positions cohérentes au sol. La relativité n'est pas une correction philosophique ajoutée à une technologie classique. Elle fait partie de l'architecture même du système, jusque dans le réglage des fréquences embarquées. Les horloges optiques ont ensuite déplacé cette preuve vers des dimensions presque immobiles. En 2010, deux horloges séparées verticalement de 33 cm ont mesuré des rythmes différents. 12 ans plus tard, une seule distribution d'atomes de strontium a révélé le décalage gravitationnel entre ces régions supérieures et inférieures, séparées par moins d'1 millimètre. Plus récemment, de petits réseaux d'ensembles atomiques ont comparé plusieurs hauteurs sur environ 1 cm. Le temps propre devient ainsi une grandeur cartographiable à l'intérieur d'un laboratoire. L'instrument européen, Atomic Clock Ensemble in Space, installé sur la Station spatiale internationale en avril 2025, prolonge cette science entre l'orbite et les meilleures horloges terrestres. Sa mission doit comparer des fréquences avec une précision extrême et tester le décalage gravitationnel. Tant que ces résultats complets ne sont pas publiés, elle reste une expérience en cours. De la particule au satellite, la conclusion est stable. L'écart entre les deux lignes d'univers n'est plus une idée. Il peut être lu sur des cadrans réunis. Les différences observées restent modestes, parce que nos avions sont lents et que la gravité terrestre est faible.
Rien dans les équations n'impose pourtant qu'elle demeure petite. Une année à bord peut-elle contenir un siècle ailleurs? La relativité répond oui, à condition d'accepter une vitesse si proche de la lumière que chaque décimale devient coûteuse. À 99,9% de la vitesse lumineuse, une année vécue accompagne un peu plus de 22 années dans le référentiel extérieur. Avec 99,99%, le facteur dépasse 70. En ajoutant encore des chiffres 9, l'écart continue de grandir sans limite théorique finie. La vitesse de la lumière elle-même demeure toutefois inaccessible à tout objet possédant une masse. Plus le vaisseau accélère, plus l'énergie nécessaire à une nouvelle progression augmente. Il ne s'agit pas d'un moteur encore imparfait que des matériaux plus solides pourraient simplement améliorer. Le facteur de Lorentz diverge lorsque la vitesse tend vers cette frontière. À 99% de la vitesse lumineuse, un seul kilogramme possède déjà environ 547 millions de milliards de joules d'énergie cinétique. Pour un véhicule de 1000 kg, l'énergie minimale du mouvement équivaut à environ 131 gigatonnes de trinitrotoluène avant même de considérer la propulsion ou le freinage. Cette énergie n'inclut ni le carburant, ni le rendement, ni la structure, ni le moyen de la dissiper à l'arrivée. Elle décrit seulement le mouvement acquis. Pourtant, les équations permettent d'imaginer le voyage afin de comprendre l'échelle. Andromède se trouve à environ 2,5 millions d'années-lumière de nous. Un vaisseau idéal, accélérant continuellement à une intensité ressentie proche de la gravité terrestre, puis freinant pendant la seconde moitié, pourrait atteindre cette galaxie en environ 29 années vécues. Pendant ce temps, près de 2,5 millions d'années se seraient écoulées dans le référentiel de la Terre et d'Andromède en négligeant leurs mouvements relatifs. Le voyageur ne percevrait pas la distance entière de la même façon. À très grande vitesse, la séparation dans la direction du mouvement serait contractée dans son référentiel. Il verrait les étoiles devant lui profondément décalées vers les hautes fréquences, tandis que le ciel arrière glisserait vers des lumières plus froides et plus faibles. Ce tableau est une démonstration de relativité, pas un projet de mission. Maintenir cette accélération exigerait une source d'énergie dont aucune technologie connue ne s'approche. Le milieu interstellaire, presque vide à nos vitesses, deviendrait aussi un obstacle majeur. Chaque atome d'hydrogène frapperait le vaisseau avec une énergie relativiste. Les grains de poussière les plus discrets produiraient des impacts considérables. Même le rayonnement diffus devant le vaisseau serait comprimé et décalé vers des fréquences dangereusement énergétiques. Il faudrait protéger l'équipage, évacuer la chaleur, guider la trajectoire avec une précision immense, puis absorber une énergie comparable lors du freinage. La navigation poserait une autre difficulté. À mesure que le facteur relativiste augmente, de petites erreurs de vitesse ou de direction modifient fortement la destination et la durée extérieure. Le futur lointain reste donc accessible dans le sens des équations, mais pas disponible comme une destination ordinaire. La barrière connue est énergétique et technologique. Elle n'est pas causale. Aucune loi fondamentale ne refuse que la personne arrive dans une époque très postérieure en ayant traversé seulement quelques décennies. Un tel voyage ressemble moins à une avance rapide qu'à une conservation du temps vécu. Le monde extérieur accumule ses siècles, tandis que le vaisseau suit une route temporelle plus courte. Ce pouvoir comporte une irréversibilité pratique. Une fois arrivé parmi des étoiles transformées, le voyageur ne retrouve aucun chemin symétrique vers l'époque qu'il a quittée. Revenir rapidement vers la Terre ne ferait qu'ajouter un nouveau trajet relativiste. La planète
aurait encore avancé davantage lors de son retour. Chaque accélération permet de gagner sur l'attente des autres, jamais de récupérer les années déjà écoulées. Le futur s'ouvre comme une destination sans billet de retour. La vitesse n'est pourtant pas la seule manière de séparer les cadrans. Même une horloge presque immobile peut accumuler moins de temps si la géométrie autour d'elle devient assez profonde. La relativité générale remplace l'idée d'une force gravitationnelle agissant dans un décor fixe. La matière et l'énergie courbent l'espace-temps, et les horloges suivent cette géométrie. Près d'une masse, une horloge placée plus profondément dans le potentiel gravitationnel accumule moins de durée qu'une horloge éloignée, lorsque leurs trajectoires sont comparées avec soin. Sur Terre, l'effet est faible, mais mesurable. Une horloge, située plus haut, avance légèrement plus vite, car elle se trouve dans une gravité un peu moins profonde. Cette différence explique les mesures réalisées sur 33 cm, puis à l'échelle inférieure au millimètre. La planète façonne le rythme jusque dans l'épaisseur d'un nuage atomique. Elle intervient aussi dans les satellites, où elle s'oppose à la dilatation due à la vitesse. La durée finale dépend toujours de la trajectoire complète, jamais d'un seul effet isolé. Autour d'un objet beaucoup plus compact, l'écart peut devenir immense. Un observateur très éloigné peut voir les signaux d'une horloge proche d'un horizon arriver de plus en plus espacés. Chaque signal perd aussi de l'énergie et se décale vers des fréquences plus basses. L'image de l'horloge paraît ralentir, rougir et s'effacer à mesure qu'elle approche. Ce spectacle a souvent donné naissance à une formule trompeuse. Le voyageur serait figé sur l'horizon, y compris pour lui-même. Sa propre montre ne fait rien de tel. Une personne en chute libre franchit l'horizon d'un trou noir en un temps propre fini. Localement, si le trou noir est assez massif, aucun mur visible ne marque nécessairement le passage. Le ralentissement infini appartient aux coordonnées d'un observateur lointain et aux signaux qui lui parviennent. Il ne transforme pas l'horizon en plateforme où le temps personnel s'arrête. Pour rester immobile juste au-dessus d'un horizon non rotatif, il faudrait au contraire résister à la chute. L'accélération nécessaire augmente sans limite lorsque la position se rapproche de la frontière. Un voyage temporel gravitationnel réaliste exigerait donc de séjourner dans une région où le temps s'écoule moins vite, puis d'en ressortir pour comparer les horloges. L'idée est physiquement cohérente dans certaines trajectoires idéalisées. Sa réalisation rencontre la stabilité des orbites, les forces de marée, le rayonnement et l'impossibilité de stationner arbitrairement près de l'horizon. Le trou noir ne fonctionne pas comme une cabine temporelle réglable. Il offre une géométrie extrême, mais l'accès, le maintien et surtout le retour doivent être décrits par une trajectoire complète. Une rotation rapide peut modifier les orbites accessibles autour d'un trou noir. Elle entraîne l'espace-temps avec elle, mais ne transforme pas automatiquement cette région en machine vers le passé. À chaque instant, l'horloge de bord continue de compter normalement. Lorsqu'elle revient vers une région éloignée, son âge peut être inférieur à celui des personnes restées loin du puits gravitationnel. La vitesse et la gravité racontent donc la même leçon sous deux formes. Une durée n'appartient pas à l'univers entier, elle appartient à une ligne d'univers. Cette continuité est importante. La relativité restreinte ne décrit pas un premier type de temps, puis la relativité générale un second, sans rapport avec lui. Dans les deux cas, une horloge additionne le temps propre de sa trajectoire. Le mouvement et la courbure déterminent ensemble la quantité inscrite sur son cadran. Nous pouvons rendre cet écart minuscule sur une table, mesurable en orbite, ou gigantesque près d'une géométrie extrême. Mais un fait demeure inchangé.
Chaque battement suit le précédent. Même lorsque l'horloge paraît presque arrêtée pour un observateur lointain, aucun de ces mécanismes ne commence à dérouler son histoire en sens inverse. Cette limite marque le véritable milieu du problème. Jusqu'ici, le voyage consistait à accumuler moins de temps. Revenir dans le passé demande désormais de modifier l'ordre des événements. Jusqu'ici, l'horloge voyageuse n'a jamais quitté son propre avenir. Elle a seulement emprunté des trajectoires sur lesquelles moins de secondes se sont accumulées entre deux rencontres. On peut augmenter sa vitesse, approfondir le potentiel gravitationnel ou combiner les deux. La différence d'âge grandit, mais chaque instant demeure placé après l'instant qui le précède. Ralentir un film suffisamment longtemps ne finit jamais par le faire défiler à rebours. L'image est imparfaite, mais elle révèle la différence entre un rythme réduit et un ordre inversé. Pour un objet matériel ordinaire, la ligne d'univers reste dirigée vers son futur local. À chaque événement, son mouvement demeure à l'intérieur du cône de lumière orienté vers l'avenir. Ce cône peut être imaginé comme l'ensemble de toutes les destinations qu'un signal lumineux pourrait atteindre. Un objet massif avance plus lentement et reste donc à l'intérieur de cette frontière. Le passé forme un cône opposé, contenant les événements qui auraient pu influencer l'instant présent. Entre les deux se trouvent des régions trop éloignées pour échanger immédiatement une cause. La vitesse et la gravité peuvent incliner, resserrer ou déformer cette structure. Tant que la trajectoire reste ordinaire, elles ne font pas passer son prochain battement dans le cône du passé. La relativité de la simultanéité ne change pas ce verdict. Deux observateurs peuvent attribuer des présents différents à des événements éloignés sans pouvoir y envoyer un message avant sa cause. Le désaccord porte sur la façon de découper l'espace-temps en instants communs. Il ne transforme pas une conversation locale en réponse reçue avant la question. Pour remonter réellement le temps, il faudrait une ligne d'univers beaucoup plus étrange. Elle avancerait partout vers l'avenir de la personne qui la suit, puis reviendrait globalement vers un événement antérieur. Les physiciens nomment cette trajectoire une courbe temporelle fermée. Le mot « fermé » indique que le fil ne poursuit plus simplement sa route, mais rejoint sa propre région passée. Le voyageur ne verrait pas sa montre tourner à l'envers. Sa prochaine seconde resterait normale. Puis, la géométrie entière la conduirait vers un endroit et une date déjà présents dans son histoire. Cette distinction change la nature du problème. Le futur demande deux chemins ouverts contenant des durées différentes. Le passé exige qu'un chemin se referme sur le réseau de ses propres causes. Il ne s'agit plus de gagner quelques décimales de vitesse. Il faut demander si l'espace-temps peut posséder une topologie et une courbure capable de former une boucle causale. La réponse mathématique est plus troublante qu'un simple refus. Les équations de la relativité générale contiennent effectivement des mondes où de telles boucles peuvent être tracées. En 1949, le mathématicien Kurt Gödel présenta à Albert Einstein une solution cosmologique qui bouleversait l'idée d'un temps global ordonné. Dans cet univers théorique, la matière est distribuée de façon homogène, mais l'ensemble de la géométrie possède une rotation. Les cônes de lumière s'inclinent progressivement à grande échelle. En parcourant une trajectoire suffisamment vaste, un voyageur pourrait toujours avancer dans son futur local et pourtant revenir vers un événement antérieur de son propre monde. La courbe ne traverse aucun mur où le temps changerait brusquement de sens. Elle se referme parce que l'orientation causale s'est inclinée tout au long du parcours. Gödel ne proposait pas un véhicule à construire. Sa solution démontrait quelque chose de plus abstrait. Les équations d'Einstein ne garantissent pas, à elles seules, une chronologie globale simple.
Cette conséquence préoccupait déjà Einstein depuis la construction de la relativité générale. Gödel montrait qu'elle pouvait aussi compliquer la distinction globale entre passé et futur. L'univers observé ne ressemble pourtant pas à celui de Gödel. Il est en expansion, et les mesures ne révèlent aucune rotation cosmique globale correspondant à ce modèle. La solution reste exacte dans son cadre mathématique, mais ses conditions ne décrivent pas notre cosmos. Elles prouvent une permission des équations, pas une présence dans la nature. D'autres géométries ont reproduit le même motif. En 1974, Frank Tipler étudia un cylindre extrêmement dense, tournant à une vitesse proche de celle de la lumière. La rotation entraînerait l'espace-temps autour de l'axe, un effet réel connu sous le nom d'entraînement des référentiels. Dans la construction idéale, les cônes pourraient s'incliner jusqu'à former des boucles. Mais la version capable d'assurer simplement ce résultat exige notamment un cylindre infiniment long, ou des conditions globales tout aussi extrêmes dans des variantes plus complexes. La matière nécessaire, la vitesse de rotation et la stabilité dépassent tout scénario physique crédible. Un dessin cohérent n'est toujours pas une histoire possible de formation. C'est ici qu'une distinction essentielle doit rester visible. Une solution exacte indique qu'une géométrie satisfait les équations lorsque certaines conditions lui sont données. Elle ne montre pas que l'univers peut fabriquer ces conditions à partir d'un état initial réaliste. Elle ne garantit pas non plus que la moindre perturbation laissera la solution intacte. Un château peut respecter parfaitement les règles de la géométrie tout en exigeant un matériau qui n'existe pas. Pour les boucles temporelles, la matière fait partie de l'énigme. La relativité générale relie en effet la courbure au contenu énergétique. On ne peut pas choisir librement une forme d'espace-temps, puis supposer qu'une substance ordinaire viendra la soutenir. La solution de Gödel demande un cosmos qui n'est pas le nôtre. Le cylindre de Tipler demande un objet idéal qui ne ressemble à rien de formable. Les équations ont donc entrouvert une possibilité sans fournir de mécanisme. Pour transformer l'idée en machine compréhensible, il faut un passage plus local, avec une entrée et une sortie. Parmi toutes les géométries proposées, le trou de verre possède une forme particulièrement concrète. Il permet de reprendre exactement nos deux horloges et de les attacher à deux bouches reliées. Un trou de verre est une connexion entre deux régions de l'espace-temps. Vues de l'extérieur, ces bouches peuvent être très éloignées, tandis que le passage intérieur resterait court. Les ponts d'Einstein et Rosen, associés aux trous noirs idéaux, ne fournissent pas ce passage. Leur gorge se referme trop vite et ne peut être traversée dans les deux sens. En 1988, Michael Morris et Kip Thorne décrivirent plutôt une famille hypothétique de trous de verre traversables conçus pour rester ouverts assez longtemps. Ils ne prétendaient pas en avoir trouvé dans le ciel. Ils demandaient quelle propriété l'espace-temps et la matière devraient posséder pour rendre la traversée physiquement tolérable. La même année, Morris, Thorne et Ulvi Yurtsever montrèrent comment un passage de ce type pourrait, en principe, devenir une machine temporelle. Plaçons une horloge sur chaque bouche. Au départ, les deux cadrans sont réunis et synchronisés, tandis que le tunnel intérieur relie leur voisinage immédiat. La première bouche reste au repos. La seconde part pour un trajet relativiste, change de direction, puis revient comme l'horloge voyageuse du début. À l'extérieur, la bouche mobile a accumulé moins de temps. Les cadrans sont maintenant désynchronisés selon un effet dont les expériences ont déjà établi la réalité. Dans le tunnel, la connexion courte peut toutefois conserver une relation entre les deux bouches. Le passage associe alors des instants qui ne coïncident plus dans le monde extérieur.
entré par la bouche, devenu plus jeune, pourrait faire sortir par l'autre lorsque son horloge extérieure indique une date antérieure à celle de l'entrée. Le mécanisme réutilise donc une physique réelle, la différence de temps propre, puis lui ajoute une hypothèse décisive, l'existence d'une gorge traversable maintenant la connexion. Pour obtenir une boucle complète, le décalage temporel doit dépasser le temps nécessaire pour revenir d'une bouche à l'autre par l'espace extérieur. Une personne pourrait alors traverser le tunnel, ressortir dans le passé extérieur, puis rejoindre normalement son point de départ avant l'instant où elle était entrée. À aucun moment sa montre personnelle ne reculerait. Elle avancerait dans le tunnel, poursuivrait sa route dehors et finirait par croiser une région antérieure de sa propre ligne d'univers. La machine possède aussi une limite souvent oubliée. Dans cette construction, elle ne permet généralement pas d'atteindre une époque antérieure à la création ou à la désynchronisation du dispositif. Si le décalage commence aujourd'hui, la bouche ne devient pas une porte libre vers la préhistoire. La boucle disponible dépend de l'histoire physique des deux extrémités. Cette restriction appartient au scénario du trou de verre aménagé. Elle ne constitue pas une loi universelle applicable à toutes les géométries contenant des courbes temporelles fermées. Même avec cette prudence, l'idée révèle exactement où commence la spéculation. La dilatation des horloges est mesurée. La conversion en boucle exige un trou de verre traversable. Or, aucun objet de ce type n'a été observé. Certaines recherches astronomiques tentent de distinguer des signatures exotiques, mais aucune détection ne permet d'affirmer qu'une gorge traversable existe. La forme mathématique elle-même impose des propriétés inhabituelles à la matière qui maintiendraient le passage ouvert. Avant d'en mesurer le prix, une autre difficulté surgit pourtant. Si la sortie peut précéder l'entrée, une action accomplie dans le passé pourrait-elle empêcher les conditions mêmes qui l'ont rendue possible? La géométrie rencontre alors la cohérence. Le paradoxe le plus célèbre, imagine un voyageur qui modifie la rencontre de ses grands-parents et supprime ainsi sa propre naissance. Sa présence dans le passé détruirait sa cause. Une autre difficulté, plus subtile, concerne les boucles sans origine. Un manuel est apporté depuis le futur, recopié dans le passé, puis transmis jusqu'au moment où il repart. Qui a alors écrit son contenu pour la première fois? L'information existe le long d'une boucle cohérente, mais aucune étape extérieure ne semble l'avoir créée. Ces paradoxes montrent combien une chronologie fermée s'éloigne de notre intuition. Ils ne constituent pourtant pas, à eux seuls, une preuve que les équations ne peuvent contenir aucune boucle. Une contradiction formulée en mots peut parfois disparaître lorsque toutes les trajectoires sont calculées ensemble. Les événements possibles se sélectionnent alors par leur cohérence globale. À la fin des années 1980, John Friedman et plusieurs collègues ont étudié des objets classiques évoluant dans des espaces-temps contenant déjà des courbes temporelles fermées. Fernando Echeverría, Gunnar Klinkhammer et Kip Thorne ont ensuite rendu l'image particulièrement simple, avec une bille dirigée vers un trou de verre temporel. La bille devrait ressortir dans le passé et heurter sa version plus jeune. Un choc frontal pourrait l'empêcher d'entrer, créant immédiatement une contradiction. Mais certaines trajectoires évitent ce conflit. La bille plus âgée ressort légèrement décalée, touche sa version jeune de biais et modifie juste assez sa direction. La version jeune entre alors dans le trou de verre selon le chemin qui produira plus tard ce même choc oblique. La collision devient la cause cohérente d'elle-même. Dans certains réglages, plusieurs trajectoires cohérentes peuvent même satisfaire les mêmes conditions extérieures. Le problème n'est plus l'absence de solution, mais parfois leur multiplicité.
Ces modèles n'établissent pas une loi universelle obligeant la nature à corriger tous les paradoxes. Ils montrent seulement que contradictions populaires et impossibilités physiques ne sont pas synonymes. Ils ne créent pas davantage le trou de verre utilisé dans le calcul. La géométrie problématique est supposée dès le départ, puis les objets y cherchent une histoire compatible. La mécanique quantique ajoute une autre possibilité mathématique. En 1991, David Deutsch proposa qu'un état circulant dans une boucle satisfasse une condition de point fixe. Après son interaction avec le reste du système, l'état retournant dans le passé doit être identique à celui qui avait commencé la boucle. Le formalisme force ainsi une cohérence quantique. Cette construction possède des conséquences inhabituelles et ne constitue pas une observation. Les expériences qui la simulent avec des circuits quantiques reproduisent des relations mathématiques, pas une courbure temporelle réelle. Les histoires ramifiées offrent parfois une échappatoire intuitive. Le voyageur modifierait une autre branche sans effacer celle dont il provient. Cette lecture dépend toutefois d'un cadre interprétatif. Aucune expérience n'a montré qu'un retour temporel engendre un univers parallèle. Le multivers ne peut donc pas être présenté comme la solution scientifique établie du paradoxe. Une autre confusion concerne l'entropie. Notre expérience du temps possède une direction manifeste. Nous conservons des traces du passé, tandis que le futur demeure ouvert. Un verre tombe et se brise. Les fragments ne se rassemblent pas spontanément, même si de nombreuses lois microscopiques tolèrent presque aussi bien une évolution renversée. La différence vient de la statistique. Les états désordonnés sont immensément plus nombreux que les arrangements précis, et l'univers ancien semble avoir commencé dans un état d'entropie remarquablement faible. Cette flèche thermodynamique explique l'irréversibilité de nos machines, de nos souvenirs et de nos archives. Toute technologie réelle doit dissiper de l'énergie et produire de l'entropie. Elle ne suffit cependant pas à interdire toutes les courbes temporelles fermées. Une boucle causale relève de la géométrie globale, pas seulement de la probabilité qu'un verre se recompose. La logique peut donc parfois fermer l'histoire, et l'entropie décrit pourquoi notre monde ordinaire ne déroule pas spontanément ses films à rebours. L'obstacle décisif reste ailleurs. Une histoire autocohérente doit encore être portée par une géométrie stable, elle-même soutenue par une distribution de matière et d'énergie que les lois physiques autorisent. Un trou de verre traversable doit empêcher sa gorge de s'effondrer avant le passage. Dans les modèles les plus simples, la gravité ordinaire tend précisément à la refermer. Pour maintenir l'ouverture, la géométrie de Morris et Thorne exige une distribution qui viole certaines conditions d'énergie classiques, notamment la condition d'énergie nulle. Ces conditions ne sont pas des lois indépendantes, gravées au-dessus des équations. Elles résument des propriétés raisonnables de la matière ordinaire, comme l'énergie positive mesurée par des rayons lumineux. Les violets signifient que certains observateurs devraient rencontrer une densité d'énergie effective négative dans des directions précises. Aucun matériau macroscopique disponible ne possède librement cette propriété. La théorie quantique des champs autorise pourtant des valeurs négatives locales par rapport à un état de référence. L'effet Casimir en fournit l'exemple le plus souvent cité. Entre des surfaces conductrices très proches, les modes du champ électromagnétique sont modifiés. La densité d'énergie renormalisée peut devenir inférieure à celle du vide choisi comme référence extérieure. Cela ne produit pas une réserve de matière exotique que l'on pourrait pomper, stocker puis verser autour d'une gorge. L'effet dépend de la configuration complète du champ. Surtout, les quantités négatives semblent soumises à des contraintes sévères. Plus leur amplitude augmente, moins longtemps elles peuvent généralement persister pour un observateur donné.
Au cours des années 1990, Lawrence Ford et Thomas Roman ont formulé des inégalités quantiques qui rendent ce compromis mathématiquement précis dans de nombreux cadres. Appliquées aux trous de verre de grande taille, elles imposent souvent des régions exotiques extrêmement minces, des courbures considérables ou des échelles incompatibles avec une traversée confortable. Ces résultats ne forment pas un théorème unique excluant toutes les géométries imaginables. Ils détruisent néanmoins l'idée d'une énergie négative abondante et facilement façonnable. Une seconde barrière concerne la topologie. Un trou de verre ne courbe pas seulement une route existante, il relie des régions selon une structure globale non triviale. Friedman, Schleich et Witt ont montré un résultat appelé censure topologique. Sous des hypothèses précises, des observateurs éloignés ne peuvent sonder librement ce genre de passage. Le théorème suppose notamment une causalité globale bien réglée et une condition d'énergie appropriée. Il ne ferme donc pas chaque exception concevable, mais il montre le prix des hypothèses à abandonner. La stabilité ajoute un troisième filtre. Une solution écrite pour une distribution parfaitement réglée peut réagir violemment à la matière ou au rayonnement qui tente de la traverser. Le passage lui-même modifie le champ qui le soutient. L'énergie d'un voyageur, les photons ambiants et les fluctuations quantiques peuvent produire une rétroaction sur la gorge. Aucun principe général ne garantit que tous les trous de verre s'effondrent de la même manière. Chaque modèle doit démontrer qu'il résiste aux perturbations, et aucun dispositif réel n'a subi ce test. Les horizons internes de certaines solutions de trous noirs illustrent la fragilité des prolongements idéaux. De faibles flux peuvent y être amplifiés jusqu'à bouleverser profondément la géométrie. La continuation mathématique, qui semblait conduire vers d'autres régions, ne devient donc pas automatiquement un itinéraire astrophysique stable. La solution parfaite peut masquer une frontière singulière. Des travaux modernes ont bien construit des trous de verre traversables dans des cadres théoriques particuliers. L'exemple de Gao, Jafferis et Wall utilise un espace entier de Sitter et une interaction entre ses bords. Cette interaction produit l'effet énergétique nécessaire tout en préservant la causalité du modèle. Elle n'offre ni portail astrophysique dans notre univers, ni message envoyé vers notre passé. Ces recherches sont précieuses parce qu'elles clarifient le lien entre gravité, information et espace-temps. Le mot traversable ne doit cependant pas être confondu avec une machine disponible. À mesure que les contraintes s'accumulent, le passage se resserre. Il faut une topologie adéquate, une énergie inhabituelle, une stabilité durable et une formation compatible avec un passé causal ordinaire. Même si toutes ces conditions étaient satisfaites, la désynchronisation des bouches conduirait encore vers un horizon de chronologie, là où les premières boucles pourraient apparaître. C'est précisément à cette frontière que les champs quantiques risquent de réagir le plus fortement. Et c'est aussi là que nos méthodes actuelles commencent à perdre leur pouvoir prédictif. En 1992, Stephen Hawking formula la conjecture de protection de la chronologie. Les lois physiques empêcheraient la fabrication d'une machine vers le passé. L'idée n'était pas que les équations d'Einstein avaient simplement oublié les courbes fermées. Hawking savait qu'elles existaient dans certaines solutions et cherchait le mécanisme qui bloquerait leur formation. Lorsqu'une géométrie approche du moment où une première boucle causale devient possible, les rayons lumineux peuvent parcourir presque plusieurs fois le même circuit. Leur contribution quantique risque alors de s'accumuler près de l'horizon de chronologie. Le tenseur qui décrit l'énergie des champs pourrait devenir très grand et modifier la géométrie. Dans cette image semi-classique, la machine s'empêcherait elle-même de naître. La réaction quantique
deviendrait importante avant que la courbe temporelle fermée soit utilisable. Mais ce scénario ne fonctionne pas comme une preuve universelle. Les calculs dépendent de la géométrie, de l'état quantique et de la manière dont la limite est approchée. Un résultat plus profond fut établi par Bernard Kay, Marek Radzikowski et Robert Wald. Il concerne certains horizons de Cauchy, engendrés dans une région compacte. Cet horizon marque la frontière au-delà de laquelle les données initiales ne déterminent plus une évolution unique selon les règles habituelles. Dans les cas étudiés, l'état quantique ne conserve pas partout la structure de singularité nécessaire pour définir proprement des quantités renormalisées comme l'énergie du champ. Autrement dit, la théorie quantique des champs sur espace-temps courbe cesse de fournir sa prescription standard précisément à certains points où la machine temporelle devrait émerger. Ce résultat soutient fortement la protection de la chronologie, mais sa portée doit rester exacte. Il ne dit pas simplement qu'une énergie infinie détruit toujours toute boucle imaginable. Il montre aussi que l'approximation semi-classique atteint sa propre frontière. Lorsque les fluctuations quantiques modifient fortement la géométrie, une théorie complète de gravité quantique devient nécessaire. Or, aucune théorie de ce type n'est aujourd'hui confirmée expérimentalement dans ce régime. La relativité générale et la théorie quantique des champs excellent séparément, puis cessent ici de suffire ensemble. Cette ignorance ne met pas toutes les possibilités au même niveau. Nous possédons des preuves répétées pour la dilatation du temps, mais aucune observation d'une courbe temporelle fermée. Nous ne connaissons aucun trou de verre traversable, aucune matière macroscopique capable d'en stabiliser un, aucun signal reçu avant son émission et aucune particule contrôlée dépassant la lumière. Plusieurs annonces populaires viennent de simulations analogiques. Un circuit, un fluide ou un dispositif optique peut reproduire certaines équations d'un horizon ou d'une boucle. Ces expériences peuvent tester des mécanismes mathématiques et révéler des comportements quantiques utiles. Elles ne courbent pas l'espace-temps réel et ne font revenir aucun objet vers son passé. L'intrication quantique n'ouvre pas davantage cette porte. Elle produit des corrélations entre mesures éloignées, mais aucun résultat contrôlable ne peut être choisi pour envoyer un message instantané. Les corrélations deviennent lisibles après comparaison par un canal ordinaire. Elles ne permettent donc pas de prévenir hier du choix accompli aujourd'hui. L'effaceur quantique à choix retardé ne réécrit pas non plus un résultat déjà enregistré. Le tri ultérieur des coïncidences révèle des sous-ensembles corrélés sans modifier les données locales antérieures. Quant aux antiparticules avançant à rebours dans le temps, cette image appartient à une interprétation commode de certains calculs. Dans le laboratoire, l'antimatière évolue vers le futur comme la matière. Les tachyons restent hypothétiques, et le mot tachyonique signale souvent une instabilité d'un champ plutôt qu'une particule mesurée filant vers le passé. Une géométrie de propulsion supraluminique rencontre des besoins énergétiques exotiques comparables et peut engendrer des violations causales lorsqu'elle est combinée à d'autres trajets. Aucune technologie ne la réalise. Le verdict scientifique doit donc conserver deux niveaux. Le retour vers le passé n'est pas interdit par une démonstration finale couvrant toute future théorie de la gravité. Mais il ne s'agit pas non plus d'une technologie lointaine dont il suffirait d'améliorer les composants. Chaque chemin connu vers une boucle exige des conditions non observées ou rencontre une limite profonde. La conjecture de Hawking reste une conjecture, soutenue par des obstacles convergents. La chronologie paraît protégée, soit par une réaction physique, soit par une théorie encore plus fondamentale. Une direction du voyage temporel repose sur des cadrans, des particules et des satellites.
l'autre demeure une fermeture des causes, dessinée aux frontières de nos modèles. Les deux horloges du début peuvent maintenant être réunies. L'une porte réellement moins de temps que l'autre, même si chacune a vécu normalement tous ses propres battements. La relativité permet cette différence parce qu'elle n'attribue pas une durée unique au cosmos. Elle mesure le temps propre de chaque chemin à travers une géométrie partagée. La vitesse peut rendre ce chemin temporel beaucoup plus court. La gravité peut produire le même écart, jusque dans des régions minuscules que nos horloges savent aujourd'hui distinguer. Aller vers le futur signifie alors rejoindre une époque que d'autres ont dû attendre plus longtemps. Le phénomène est réel, mais il ne suspend jamais l'avenir local du voyageur. Pour revenir vers le passé, il faudrait davantage qu'un cadran ralenti. Il faudrait que la prochaine seconde retrouve une région antérieure de sa propre histoire. Les équations d'Einstein savent dessiner cette boucle dans certains mondes. Elles ne nous donnent ni la matière, ni la stabilité, ni la formation nécessaire pour l'installer dans le nôtre. Les paradoxes peuvent parfois recevoir une histoire cohérente. La difficulté la plus profonde commence après eux, lorsque la géométrie demande à la nature de soutenir la boucle. À cette frontière, l'énergie devient exotique, les horizons deviennent instables, et la théorie quantique perd une partie de son langage habituel. La porte se dessine, puis son cadre s'efface. Peut-être une théorie future démontrera-t-elle que la chronologie est absolument protégée. Peut-être révélera-t-elle une structure plus subtile, mais rien aujourd'hui ne montre qu'un retour soit physiquement réalisable. Le futur reste ouvert parce que plusieurs durées peuvent séparer deux rencontres. Le passé semble protégé parce qu'une cause ne se laisse pas aisément rejoindre par sa propre conséquence. Le temps est assez souple pour séparer nos âges. Rien ne montre encore qu'il soit assez souple pour défaire le battement commun qui les a fait commencer.